Bonjour et bienvenue à tous. Donc nous avons survécu aux intempéries. Maintenant, on ne sait pas encore ce qui nous attend en ce début d'année. La semaine dernière, nous avons rappelé dans quel contexte et pour quelles raisons la pensée de Liang Qichao présente un intérêt et un enjeu majeur dans la Chine d'aujourd'hui. Ce qui explique d'ailleurs la véritable pléthore de travaux qui lui ont été et lui sont encore consacrés, notamment en Chine même. Alors il y a justement un cas Liang Qichao parce que on se dispute beaucoup pour savoir si c'est quelqu'un qui est plutôt du côté du changement ou plutôt du côté du conservatisme. Et la preuve en est, par exemple, cette grande exposition qui a eu lieu il y a 2 ans, donc à la fin 2023, à l'université Tsinghua, qui est on pourrait dire l'université chinoise la plus prestigieuse, qui est à Pékin, et donc qui a décidé de consacrer cette exposition à ce que vous voyez en gros caractères Zhongguo Xinmin, c'est-à-dire donc le nouveau peuple de Chine ou le nouveau peuple chinois, par référence justement à cette grande thématique portée par Liang Qichao, dont vous avez la photo en costume occidental dans sa période japonaise. Et donc 2023, c'est le 150e anniversaire de sa naissance, qui est en 1873. Et à cette occasion, donc l'exposition retrace son parcours intellectuel, avec aussi des photos à l'appui. Vous avez cette photo que je vous ai montrée la dernière fois, dont je vous ai dit que je l'aime beaucoup parce que on voit comment quelqu'un qui pense et dont la pensée passe directement dans le pinceau. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la tête qui est appuyée sur une main et l'autre main qui tient le pinceau, et donc la pensée passe directement dans le pinceau. Mais alors, ce qui est on imagine bien donc Liang Qichao, vraiment le super intellectuel, le super lettré, qui passe son temps à réfléchir, à écrire, mais il faut quand même savoir que c'est quelqu'un qui n'a pas été productif uniquement sur le plan des idées et des textes, mais aussi sur le plan de la progéniture, comme vous voyez par ces photos. Vous le voyez donc sur ces 2 photos, la première en compagnie d'une de ses épouses, il en a eu 2, et en compagnie de quelques-uns de ses enfants, parce qu'il en a eu 9 en tout. Donc je pense qu'il serait aussi très utile dans la Chine d'aujourd'hui, dont la démographie est en déclin spectaculaire. Bon. Alors, du vivant de Liang Qichao, il y a un siècle, la Chine se trouvait à un point de bascule où tout semblait perdu, mais le paradoxe, c'est que c'est au moment où tout semble perdu que tout est également possible. Vous avez cette dynastie Manchu, que les Chinois appellent les Qing. Qing, ça veut dire les purs. Cette dynastie Manchu qui devait être, mais elle ne le savait pas encore, qui devait être la dernière de 2000 ans d'histoire impériale. Donc, elle se trouve au bout de 2 siècles d'exercice du pouvoir. Donc, elle commence au milieu du XVIIe siècle. Comme je le rappelle la dernière fois, nous sommes sous le règne de Louis XIV, ici en France, pendant que les Mandchous prennent le pouvoir.
et règne de façon, extrêmement puissante et prospère pendant à peu près 2 siècles, jusqu'au milieu du XIXe siècle, où là, tout commence à aller vraiment très mal. Et donc, au XIXe siècle, ou à la fin du XIXe siècle, cette dynastie est véritablement à bout de souffle, puisqu'elle est attaquée à la fois de l'intérieur, par des soulèvements considérables comme celui des Taiping, et aussi de l'extérieur, à partir du milieu du XIXe siècle, par ces fameuses guerres de l'opium. Donc en chinois, on parle de Neiyou Wanhuan, c'est-à-dire donc des perturbations intérieures et des périls extérieurs. Et tout cela sans que cette dynastie parvienne à accepter le principe du changement et accepte de se réformer, puisque ce groupe de lettrés sous la direction de Krang Yue, on l'a vu, échoue à faire passer une réforme politique en 1898. Alors, soit dit entre parenthèses, nous voyons actuellement un processus analogue se dérouler sous nos yeux en Iran, même si, évidemment, le régime des ayatollahs ne dure pas depuis 2000 ans. Donc, en quelque sorte, leur cas est encore plus aggravé. Alors, lorsque notre Liang Qichao s'exile au Japon, après justement l'échec et la répression du mouvement de réforme de 1898, cette dynastie, donc en réalité, évidemment, on dit ça en fait rétrospectivement, mais cette dynastie n'a plus qu'à peu près une décennie à vivre, puisqu'elle s'effondre en 1911. Mais Liang Qichao, tout en se gardant bien de vouloir renverser la dynastie par la révolution, comme le fera Sun Yat-sen, Liang s'emploie à penser l'avenir de la Chine dans une nouvelle donne qui passe par ce qu'il appelle le Xinmin, c'est-à-dire donc renouveler le peuple, c'est-à-dire faire du peuple des citoyens, du peuple chinois des citoyens, en lieu et place des sujets de l'empereur, et cela dans le cadre nouveau de ce qu'il appelle de ses voeux, c'est-à-dire une monarchie constitutionnelle inspirée du modèle japonais, qui lui-même, en fait, s'inspire aussi de modèles européens comme le modèle anglais. Et vous vous rappelez peut-être que la dernière fois, nous avons insisté sur la façon dont Liang Qichao ne s'est pas contenté d'emprunter des idées occidentales au Japon. Il a véritablement formulé sa conception de la modernité chinoise dans, en réalité, une version japonaise qu'il a absorbée en vivant une douzaine d'années en exil au Japon et en essayant tant bien que mal d'apprendre le japonais. Alors, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on peut être très, très intelligent, vraiment être un intellectuel génial, mais qu'on peut ne pas être doué pour les langues, parce qu'en vivant 12 ans au Japon, Liang Qichao apparemment n'a jamais été fichu de maîtriser véritablement la langue. Et on verra aussi que quant aux langues européennes, alors là c'est zéro. Il a eu beau voyager pas mal aux États-Unis, en Europe, et il a eu beau essayer d'apprendre l'anglais, d'apprendre le français, mais absolument rien à faire. Bon. Alors, on a vu la dernière fois que Liang n'est pas le seul à considérer le Japon de Meiji comme un modèle, puisque c'est aussi le cas d'un autre grand personnage, à savoir le poète diplomate
Huang Zhenxian, que vous avez ici à l'image, dans son costume d'apparat. On a vu que Huang Zhenxian a représenté la Chine impériale aussi bien aux États-Unis, donc notamment au consulat de San Francisco, et également au Japon, à telle enseigne qu'il a rédigé donc ce Rüben Guozhi, c'est-à-dire donc cette chronique du Japon. Alors Rüben, je rappelle, c'est le nom que le Japon se donne lui-même. Le Japon, en fait, c'est la prononciation occidentale de Rüben. Rüben qui veut dire donc le soleil, c'est le premier caractère que vous avez, et Ben, c'est-à-dire à la racine. C'est-à-dire, on l'appelle le pays du soleil levant, mais c'est le soleil dont on voit poindre donc la racine. Alors, ce Huang Zhenxian, vous voyez que c'est quelqu'un qui fait partie de la génération précédente par rapport à Liang Qichao. Liang Qichao qui est né en 1873, Huang Zhenxian qui lui est né en 1848. Et dans un texte que nous lisions la dernière fois, Liang Qichao se vantait en quelque sorte d'avoir introduit non seulement de nouvelles idées, mais un nouveau style pour les exprimer. Et il disait justement très explicitement que ce style avait le don d'irriter les Laopé, c'est-à-dire les gens de la génération précédente, sauf justement des grands admirateurs comme Huang Zhenxian. Alors, vous avez la position totalement opposée chez un autre traducteur dont on a eu l'occasion de parler déjà et dont je vais reparler aujourd'hui, à savoir Yan Fu, qui lui aussi fait partie de cette génération précédente, qui détestait le style de Liang Qichao, il trouvait ça absolument insupportable, et il était totalement en opposition à la fois avec la position de Liang et la position de Huang, concernant le Japon, parce que en fait, Yan Fu considérait que la Chine n'avait pas à apprendre du Japon, dont il soulignait, il récusait justement cette montée en puissance beaucoup trop rapide à son avis. Donc, vous avez là en fait des débats et des controverses qui pourraient tout à fait être transposées telles quelles dans le contexte actuel un siècle plus tard. Alors, à propos justement de cette importance de la médiation japonaise, sur laquelle j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'insister, et dont on ferait bien de se souvenir dans le contexte actuel aussi, vous avez un ouvrage collectif qui a été dirigé par Joshua Fogel, qui est un japonologue et sinologue américain, qui s'est spécialisé justement dans cette interface entre le Japon et la Chine. Et il a dirigé ce collectif qui s'intitule The Role of Japan in Liang Qichao's Introduction of Modern Western Civilization to China. Donc le rôle du Japon dans l'introduction par Liang Qichao de la civilisation moderne occidentale en Chine. C'est un volume qui est paru à Berkeley, à l'Université de Californie de Berkeley, en 2004. Et je vous ai mis à côté donc une autre référence importante d'un autre savant américain, Douglas Harland, qui s'appelle Translating the West, c'est-à-dire donc traduire l'Occident, où là il met aussi en avant justement cette médiation japonaise, et c'est un ouvrage qui est paru aux presses universitaires de Hawaï en 2002. Alors Douglas Harland, c'est un auteur très important justement qui a beaucoup étudié ces phénomènes de transition
et de translation. Alors, quand je dis translation, je fais aussi référence au mot anglais translation, qui veut dire traduction. Donc, c'est transition, translation, traduction, qui se passe donc à la fin du XIXe siècle, au début du XXe. Alors, cette dépendance de Liang Qichao à l'égard des traductions japonaises d'ouvrages occidentaux, Liang Qichao en fait état lui-même. Alors, ça ne s'explique pas seulement par le fait qu'il a vécu justement cette douzaine d'années au Japon, en exil, et ça ne s'explique pas non plus par le fait que les études consacrées à l'Occident étaient au Japon à l'époque Meiji considérablement plus avancées qu'en Chine. Le principal obstacle à la rencontre directe de Liang Qichao avec les sources occidentales, c'est le fait que je viens de rappeler, c'est qu'il n'a jamais réussi à maîtriser aucune langue européenne. Donc il était totalement dépendant justement de ces traductions, translations japonaises. Alors, il faut donc insister beaucoup justement sur cette médiation, puisque dans beaucoup d'études sur Liang Qichao, vous trouvez justement l'habituel binarisme qu'affectionnent en particulier les journalistes, qui aiment bien opposer toujours l'Orient et l'Occident. Donc, Liang Qichao serait l'oriental qui s'est approprié l'Occident. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque en réalité, Liang Qichao absorbe ce qu'il peut de la pensée occidentale par le biais du Japon, des traductions japonaises, qui elles-mêmes sont conditionnées par les circonstances politiques, culturelles, civilisationnelles du Japon dans la deuxième moitié du XIXe. Autrement dit, vous avez une médiation qui est double, c'est-à-dire que ça passe par deux étapes. Et donc, notre vision de Liang Qichao comme l'introducteur en Chine de l'Occident est, à nuancer dans tous les cas, à tel point que vous avez ce savant taïwanais qui s'appelle Huang Hewu, qui cite les propos d'un historien japonais du nom de Hazama Naoki, et qui dit que les traductions japonaises et les travaux savants ont exercé sur Liang Qichao une influence beaucoup plus importante qu'on ne l'imagine généralement. Et Hazama Naoki parle alors non seulement de Liang comme un maillon intermédiaire, mais que dans la façon de penser la modernité de Liang Qichao, vous avez une strate cognitive japonaise qui est profondément enracinée dans sa façon de penser. Alors, nous le disions la dernière fois, l'un des écrits les plus importants dans l'absolu de Liang Qichao, alors dans la masse de tout ce qu'il a écrit, ses œuvres complètes comptent, je ne sais pas, au moins une vingtaine de volumes. Donc dans la masse de ce qu'il a écrit, ce qu'on considère comme le plus important, c'est ce qu'il a intitulé le Ximin Shuo, c'est-à-dire donc le discours sur le nouveau citoyen ou le renouvellement du peuple, que vous trouvez par épisode, puisque Liang Qichao s'exprimait essentiellement à l'époque à travers les journaux qu'il avait créés, en particulier donc ce Ximin Congpao, c'est-à-dire donc un journal qui porte ce titre, donc le journal du nouveau citoyen ou le journal du renouvellement du peuple, et dont vous avez ici la reproduction de la table des matières. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible du fond de l'amphithéâtre, mais
Je ne sais pas si ça fait une grande différence pour vous. Alors, je pense que c'est important quand même de reprendre cette table des matières dans le détail parce qu'elle a en quelque sorte valeur programmatique. Alors, vous avez en premier évidemment un Schulun, c'est-à-dire une introduction. Ensuite, le deuxième texte s'intitule « Lun Xinmin wei Jinri Zhongguo Di Yi Jiwu », c'est-à-dire le renouvellement du peuple comme tâche, mission la plus urgente de la Chine aujourd'hui. Donc là, vous voyez d'emblée, justement, dès le premier texte, l'importance justement de ce renouvellement du peuple. Ce n'est pas simplement donc une reprise d'une formule, comme on l'a vu, d'une formule canonique qui remonterait au XIe siècle. C'est véritablement quelque chose qui relève de la survie nationale, de la survie de la Chine à l'époque. Si la Chine ne veut pas être rayée de la carte, il faut tout simplement qu'elle s'attelle à cette tâche de renouveler le peuple. Alors, logiquement, le texte qui suit, le troisième, donc, s'intitule « Shi Ximin Zhe Yi », c'est-à-dire donc l'explication du sens de cette expression « renouveler le peuple » ou du nouveau citoyen. Et le quatrième texte, alors vous met déjà un petit peu au parfum, en quelque sorte, de ce en quoi ça va consister, ce travail de renouvellement du peuple. Jiu you sheng lie bai zhi li, yi zheng xinmin zhi jie guo er lun, ji qu fa zhi so yi. Donc, c'est la pertinence de suivre l'exemple des autres en utilisant, je traduis très littéralement, en utilisant la supériorité ou l'infériorité des nations comme preuve tangible des résultats du renouvellement du peuple. Alors, cette formule un peu alambiquée revient à dire que si on veut comprendre justement en quoi consiste ce renouvellement du peuple, il faut regarder ce qui s'est passé ailleurs et ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire en comparant justement les degrés de réussite des différents pays, en particulier des pays occidentaux, dans leur manière donc de renouveler le peuple. Et de voir au fond que ceux qui sont allés le plus loin et le mieux dans cette tâche de renouveler le peuple sont ceux qui ont le mieux réussi. Donc là, vous avez déjà dans ce quatrième texte la thématique d'une sorte de compétition entre les nations dans cette comment dire, adoption d'un exemple de gouvernance politique et qui conditionne justement la réussite, la prospérité et la puissance d'un pays. Le cinquième texte s'intitule « Lun Gongde », c'est-à-dire sur la morale publique, littéralement la vertu publique, Gong. Alors là, ça vous montre que, d'une certaine façon, Liang Qichao ne renonce pas à un certain fondement confucéen de sa conception de l'ordre politique, puisque le politique ne peut pas se dissocier de la morale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un ordre politique qui soit uniquement technocratique, mais qu'il y faut un fondement d'intégrité, un fondement de morale publique. Alors, tout ça pour vous dire que nous sommes dans les débuts du XXe siècle, mais c'est encore d'actualité un siècle plus tard. Vous serez d'accord avec moi. Alors, le sixième texte s'intitule « Lun Guojia Si Xiang », c'est-à-dire donc
sur la pensée de Guojia, de l'État. Parce que, donc ici, Liang Qichao est bien conscient qu'il s'agit en fait d'articuler cette notion de renouvellement du peuple avec en face justement la constitution d'un État au sens justement moderne occidental du terme, qui n'est plus justement l'entité impériale chinoise de son époque. Texte numéro 7, Lun Jinqu Mao Xian. Alors là, il s'agit de traiter de l'esprit d'entreprise. Jinqu, littéralement, ça veut dire aller de l'avant et s'approprier les choses, et Mao Xian, c'est-à-dire aller au-devant du danger, donc ne pas avoir peur du risque. Donc là, vous avez en fait un texte qui porte justement sur comment dire, cet esprit d'entreprise qui caractérise la pensée libérale, le libéralisme. Le 8e texte s'intitule Lun Quanli Sixiang. Donc, il s'agit de la pensée des Quanli. Quan, c'est un terme qu'on a déjà rencontré. C'est le terme que les Japonais ont choisi et que les Chinois reprennent pour traduire la notion de droit. Mais j'ai déjà remarqué que ce mot, qui désigne à l'origine une balance, comme la balance de la justice, et qui s'écrit avec le radical du bois, parce que les balances anciennes étaient faites en bois. Donc, cette notion de droit, en fait, est intimement associée à la notion de pouvoir, c'est-à-dire que vous avez un droit sous forme de pouvoir. Vous avez le droit de faire cela parce que vous avez le pouvoir de le faire. Donc ici, vous avez vraiment toutes les bases alors du vocabulaire et de l'ensemble idéologique de la modernité actuelle. Le 9e texte, très important, s'intitule Lun Ziyou, c'est-à-dire sur la liberté. Donc on aura l'occasion de revenir assez largement sur d'abord ce texte et puis aussi sur ce que Liang Qichao entend par Ziyou, qui est censé traduire le mot liberté au sens occidental du terme. On va voir que ici Liang Qichao suit la traduction japonaise, qui n'est pas l'interprétation chinoise qui a été adoptée par tous les traducteurs chinois à l'origine. Donc là, on voit à quel point Liang Qichao pense véritablement en japonais. Le texte suivant est dans la foulée, c'est le texte numéro 10 qui s'intitule Lun Zizhi, c'est-à-dire sur le fait de se gouverner soi-même, sur l'auto-gouvernement. Donc là, vous avez deux textes qui comportent des expressions à deux caractères qui commencent toutes les deux par zi, c'est-à-dire soi-même. Donc vous avez cette dimension réflexive qui est introduite justement par les théories politiques occidentales, c'est-à-dire le fait non seulement donc d'obéir, de suivre le courant d'un ordre politique, mais là, en fait, de se regarder soi-même comme citoyen, parce que devenir citoyen quand on a été pendant 2000 ans sujet de l'empereur, ça demande d'abord un travail réflexif. Et de la même façon, comprendre quelque chose au nouvel ordre politique,
c'est comprendre que ça commence par savoir comment se gouverner soi-même. Le texte 11 s'intitule Lun Jingbo, c'est-à-dire c'est un texte qui porte sur le progrès. Vous avez de nouveau ce verbe tin qu'on a rencontré tout à l'heure, qui veut dire donc s'avancer, aller de l'avant, et bu qui veut dire faire un pas. Donc jingbo c'est faire un pas en avant, c'est-à-dire donc progresser. Alors là, bien sûr, bon, inutile de vous faire un dessin pour que vous compreniez justement que ici il s'agira une description de ce que la pensée libérale du XIXe siècle appelle le progrès. Nous sommes en pleine pensée positiviste. Auguste Comte n'est pas très loin. L'humanité, selon le monde occidental, est dans un progrès constant. Alors là, un siècle plus tard, on en est un tout petit peu revenu. Maintenant, on pense plutôt en termes de décroissance, mais disons que là, nous sommes véritablement dans ce mouvement-là. Le texte numéro 12 revient à cette dimension réflexive puisqu'il s'intitule Lun Zizun, c'est-à-dire donc sur le fait de se respecter soi-même, c'est-à-dire le respect, l'estime qu'on peut avoir pour soi-même. Parce que, justement, ça c'est une leçon pour les concitoyens chinois auxquels Liang Qichao s'adresse. Ils sont dans une situation, comme je disais, quasiment, désespérée. La Chine est en train d'être découpée en tranches par les puissances coloniales européennes. Et comme je le disais tout à l'heure, la Chine est sur le point d'être rayée de la carte. Et donc, dans ce contexte-là, il faut commencer par garder son estime de soi, le zizun. Et bizarrement, vous retrouvez justement ce genre de vocabulaire dans le discours officiel actuel. Le leader actuel parle beaucoup justement de cette estime de soi, de zizun. Le texte numéro 13 s'intitule Le Rechun, c'est-à-dire donc c'est donc la façon de c'est-à-dire de se mettre ensemble. Chun, c'est cette notion de groupe. Alors chun, notion très très importante justement dans ce vocabulaire du XIXe siècle, que l'on reprend en particulier d'un penseur antique confucéen qui est Xunzi, pour qui justement le propre de l'homme c'est de vivre en communauté. Et donc Chun, c'est ce terme, je ne peux pas vous le détailler, mais vous reconnaissez dans une composante de ce caractère donc le caractère qui désigne les ovins, c'est-à-dire tout ce qui est moutons, chèvres, caprins, etc. Donc cette notion de troupeau, le fait que les humains sont des êtres essentiellement grégaires, et qu'ils ont cette capacité justement de travailler ensemble. C'est ça que dit ce titre, Rechun, c'est donc la façon de travailler ensemble, de coopérer. Ensuite, le texte suivant, 14, c'est Lun Sheng Li Fen Li. Alors, vous avez deux fois ce terme de li qui est un terme aussi ancien, qui apparaît déjà dans les entretiens de Confucius, où il est, en opposition à la voie de l'homme de bien. L'homme de bien, c'est celui qui justement ne recherche pas le li, à savoir le profit. Donc li, dans le vocabulaire confucéen, a une connotation a priori négative. Alors que là, dans justement l'adoption de cette pensée
économique libérale, hein, le li devient au contraire tout à fait positif, hein, et donc il s'agit ici de shengli, c'est-à-dire donc littéralement de donner naissance, de produire du profit, et ensuite de le fen, c'est-à-dire de le partager. Donc là, vous avez des éléments de théorie économique libérale, hein, qui consistent justement à produire du profit pour ensuite pouvoir le partager, hein, de manière à peu près égalitaire, ce qui est évidemment le grand problème. Hein. Bon, là aussi, nous sommes en pleine actualité. Texte numéro 15, le yili. Alors ici, nous sommes véritablement en plein dans cette idée que toute cette pensée de la liberté, cette pensée des droits des citoyens, ne va pas sans justement la notion de li, c'est-à-dire ici c'est le li qui signifie la force, hein, et qui, dans ce contexte, désignerait pratiquement une sorte de volonté de puissance. Donc là, j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça nous fera comprendre comment, justement, Liang Qichao peut prononcer la phrase qui fait l'objet du cours de cette année, hein, c'est-à-dire que les Chinois ne sont pas capables de jouir de la liberté. Hein, c'est-à-dire que pour lui, la liberté, c'est un pouvoir, c'est même une forme de puissance. Or, les Chinois de son époque, d'après lui, sont trop faibles, hein, pour pouvoir exercer ce pouvoir. Texte suivant, numéro 16, Lun Yiwu Sixiang. Donc, bon, même à l'oral, j'espère que vous avez repéré ce doublon Sixiang, hein, qui veut dire la pensée donc de yiwu, du devoir ou de l'obligation, hein, parce que évidemment les droits, nous le savons, en tant que citoyens, ne vont pas sans devoir. Hein. Texte suivant, 17, Lun Shangwu. Là, il s'agit de l'importance des affaires militaires. Bon, là aussi, rapportons cela à notre actualité. Alors, ce qui est quand même assez frappant, c'est qu'il faut quand même ici attendre le texte numéro 17 sur 20, hein, pour que notre confucéen bontain, qui est Liang Qichao, soit amené à parler d'affaires militaires. Hein, parce que là aussi, le wu, c'est-à-dire le martial, tout ce qui concerne l'art de la guerre, hein, c'est quelque chose dont les confucéens ne s'occupent pas. Hein, enfin, c'est-à-dire, ils laissent ça à des esprits inférieurs que sont les militaires. Hein, et pour eux, ça n'est pas véritablement une priorité. Hein. Mais à un moment donné, il faut quand même, dans certaines circonstances, s'en occuper un peu. Hein. Bien. Texte suivant, le 18, le si de, donc sur la morale privée. Vous aviez donc un peu plus haut donc la morale publique dans le texte numéro 5. Conde, ici vous avez la morale privée, c'est-à-dire que la morale publique ne peut pas se constituer, nous ne pouvons pas constituer un corps sociopolitique fondé sur une base morale si nous ne commençons pas par nous-mêmes individuellement. Alors là aussi, ça fait partie du credo confucéen, c'est-à-dire que la morale commence par soi-même. Parce que c'est toujours trop facile d'établir une loi générale, il faut, il y a qu'à, etc. Hein, on doit, hein, si ça ne commence pas par soi-même. C'est là justement la difficulté. Et enfin, donc avant-dernier texte, 19, le minqi. Alors, on pourrait traduire par le moral du peuple, pas la morale, mais le moral, puisque ici, vous avez la reprise d'un mot aussi très ancien dans le vocabulaire chinois, le mot qi.
dont on vous rebat les oreilles dans toutes les formes de pratiques justement d'arts martiaux, de kung-fu, de tai chi chuan, etc. C'est-à-dire c'est cette énergie du souffle, l'énergie vitale, et là qui est appliquée justement au peuple. Donc le peuple là aussi, c'est comment dire une sorte d'énergie, de puissance qui, quand elle est bien constituée, est capable de renverser donc un régime politique. Vous avez une caricature que j'essaierai de vous montrer la prochaine fois, où vous avez donc justement tous les citoyens qui se réunissent pour souffler et renverser un régime. C'est-à-dire que là, on prend véritablement le mot qi dans toute sa littéralité. C'est vraiment l'énergie du souffle vital qui est ici rapportée donc au peuple. Et enfin, donc le dernier texte, qui lui en lui seul est tout un programme, puisqu'il s'intitule Lun Zhengzhi Nengli, c'est-à-dire sur la capacité politique. Donc le dernier texte est véritablement une sorte de synthèse de tout ce qui précède, puisque en réalité, Liang Qichao nous dit ici, nous sommes déjà en fait dans les années qui précèdent la Révolution et qui précèdent l'instauration de la République. Le politique, c'est d'abord une sorte de puissance, une sorte de nengli, une capacité, sans laquelle donc on ne peut pas véritablement parler d'ordre politique. Alors, donc, vous voyez à travers donc cette table des matières donc un programme qui reprend enfin des thèmes qui nous sont évidemment familiers puisque mais qui sont tout nouveaux justement pour les Chinois de la fin du 19e, début du 20e, toutes ces justement thématiques qui sont au cœur de la pensée libérale et de la pensée capitaliste en particulier. Alors, je pense que nous pouvons aujourd'hui lire l'intégralité du texte d'introduction, donc ce Ximin Shuo Xu Lun, qui paraît pour la première fois sous forme d'article dans le Ximin Congbao, c'est-à-dire donc dans le journal du Nouveau Peuple, en février 1902. Alors, c'est un texte donc que Liang Qichao rédige avant la date fatidique de 1903 qui va nous occuper, puisque c'est en 1903 que Liang Qichao fait ce grand voyage aux États-Unis et où là, en observant les communautés chinoises d'outre-mer, c'est-à-dire donc qui sont installées aux États-Unis, à San Francisco en particulier, il change totalement d'avis et il devient extrêmement pessimiste, ce qui le pousse justement à devenir plus conservateur que réformiste. Donc c'est ce moment de 1903 qui va nous occuper, mais pour l'instant, nous avons le Liang Qichao, encore dans cette phase ascendante, où il s'enthousiasme justement pour ces nouvelles idées. Alors, 自世界初有人类以迄今日，国于环球上者何止千万。Donc, depuis l'apparition de l'humanité dans le monde jusqu'à aujourd'hui, les États qui ont existé sur le globe se comptent par milliers, voire dizaines de milliers. 问其岿然今存，能在五大洲地图沾一颜色者，几何乎？曰：百十而已矣。
Mais parmi ces pays et ces États, combien subsistent encore aujourd'hui, dressés dans toute leur puissance et occupant chacun une couleur sur la carte des 5 continents. Donc là, ça vous rappelle un petit peu justement cette couverture du Ximincongbao. Vous avez une espèce de code couleur pour les pays, et donc un pays qui se dresse tout seul et qui a droit à sa couleur sur la carte, combien est-ce qu'il y en a? Et la réponse est à peine une centaine. 此110国中，岂能毅然强力，有左右世界之力，将来可以战胜与天眼界者，几何乎？曰：4、5而已矣。Mais parmi cette centaine d'États, combien peuvent se tenir solidement debout, exercer une influence décisive sur le monde et être capables à l'avenir de triompher dans l'arène de l'évolution naturelle? La réponse est 4 ou 5 tout au plus. Là aussi, enfin, je pense que si ça n'était pas écrit dans un chinois vaguement classique, on pourrait tout à fait lire ça à la une d'un média. Vous avez justement ce que Liang Qichao appelle, par une expression importante, le Tianyanjie, c'est-à-dire donc le monde de Tianyan, de l'évolution naturelle. Nous avons l'occasion de revenir sur cette expression, qui est en fait le choix de traduction par Yan Fu de la notion darwinienne d'évolution naturelle. Fu 同是日月，同是山川，同是方止，同是圆炉，弱者以幸，弱者以亡，弱者以弱，弱者以强，则何以故？或曰：是在地利。Et pourtant, nous partageons tous le même soleil, la même lune, les mêmes montagnes, les mêmes rivières, les mêmes pieds, les mêmes crânes. Et pourquoi certains de ces États prospèrent tandis que d'autres périssent? Pourquoi est-ce que certains s'affaiblissent tandis que d'autres se renforcent? Quelle en est la raison? Certains répondent c'est la géographie. Alors là, est-ce que c'est un rappel des thèses de Montesquieu sur justement la géographie qui jouerait son rôle justement dans la prospérité ou la non-prospérité de certaines zones de la Terre. Donc certains disent c'est la géographie. Bon. 然今者亚美尼亚有古阿美利加，而盎格鲁撒逊英国人种之民也，民族何以享其荣？Mais l'Amérique d'aujourd'hui n'est-elle pas la même que l'Amérique d'autrefois? Alors pourquoi est-ce que la race anglo-saxonne britannique y jouit-elle d'une telle gloire? Comment ça se fait que les Anglais ont réussi donc à coloniser l'Amérique? De la même façon, 古之罗马由今之罗马，而拉丁民族何以坠其誉？或曰：是在英雄。La Rome ancienne n'est-elle pas la même que la Rome actuelle? Alors pourquoi la nation latine
a-t-elle vu son prestige s'effondrer? Alors d'autres répondent, c'est le fait des yingxiong, littéralement des héros, qu'on pourrait comprendre ici comme les grands hommes ou les hommes forts. Ça plairait beaucoup à M. Trump. Bon. Ran, Fei Wu, Yali Shan Da, He Ye, Ma Ji Dun, Jin Yi Cheng, Hui Chen. 非无成吉思汗而何以蒙古几不保残喘 Mais, alors s'il s'agit justement d'hommes forts ou de héros, est-ce que nous n'avons pas eu un Alexandre? Mais alors pourquoi est-ce que la Macédoine n'est aujourd'hui plus que poussière? Et de la même façon, Gengis Khan, Gengis Khan, donc en transcription. Donc, Gengis Khan, est-ce qu'il n'a pas existé? Et pourquoi donc la Mongolie actuelle survit à peine? Elle est complètement à bout de souffle. Alors, vous avez donc la description justement de toutes ces zones civilisationnelles. Vous avez l'Amérique, vous avez la Rome antique, vous avez la Macédoine d'Alexandre, vous avez la Mongolie de Gengis Khan, et tout ça, ça n'explique pas justement cette diversité des destinées des États. Wuhu Yishi, Wu Zhi Qi You, Guo Ye Zhe, Ji Min Er Cheng. Donc, alors là, vous avez des exclamations, hélas, moi, j'en connais la cause. Je vais vous dire ce qu'est la cause. Alors, la cause, c'est que un État, ça se forme par jimin, verbe très intéressant, donc par, comment dire, vous reconnaissez le mot min, le peuple. Un État se forme par ji, c'est-à-dire l'accumulation du peuple. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'accumulation? C'est l'accumulation d'énergie, c'est-à-dire le ji, c'est le fait justement de se renforcer en accumulant de la force, en accumulant de l'énergie. Donc un État qui tient debout, il tient debout grâce justement à cette énergie, à cette force du peuple. Et ensuite, Liang Qichao a recours à une comparaison, à une sorte de métaphore. Guo zhi you min, you shen zhi you si zhi, wu zang, jin mai xie luan ye. Donc le peuple d'un État est à l'État ce que les 4 membres, les 5 viscères, les nerfs, les veines et la circulation du sang sont au corps humain. Donc, 未有四肢已断，五脏已寂，经脉已伤，血轮已合，而身有能存者。Donc, jamais on a vu un corps dont les membres seraient amputés, les viscères complètement détruits, les nerfs ravagés et le sang tari continuer à vivre. 则亦未有启明鱼肉怯弱涣散混浊而国有能力者。Et de la même façon, on n'a jamais vu un peuple ignorant, lâche, dispersé, confus, permettre à un État de se maintenir debout. Conclusion, 故欲其身之长生久视，则摄生之术不可不明；欲其国之安富尊荣，则兴民之道不可不讲。Donc, ainsi, si on souhaite que le corps vive longtemps et voie loin, il faut impérativement maîtriser
l'art de rester en bonne santé. Et si on souhaite que l'État soit en paix, prospère, honorable et puissant, respectable et puissant, il faut impérativement donc enseigner la voie du renouveau du peuple, Shimin. Donc, vous avez dans ce texte quelque chose de très, comment dire, significatif, parce que vous avez la combinaison d'une pensée qui essaye d'intégrer toutes les thèses récentes à l'époque du darwinisme social, avec cette référence justement à la compétition, comment dire, la lutte pour la survie dans l'arène de l'évolution. Et en même temps, donc, vous avez justement ces références aux théories politiques anciennes confucéennes, c'est-à-dire qu'aucun État, enfin aucun pays ne pourrait tenir sans un peuple qui soit, comment dire, moral, qui ait une qualité morale, la morale commençant par chaque individu sur lui-même. Donc, c'est quelque chose comment dire, de véritablement très, très intéressant, qui vient doubler d'ailleurs le mode d'expression lui-même, comme je l'ai souligné la dernière fois. Donc, le style de Liang Qichao, il le qualifie lui-même de Xinwenti, c'est-à-dire un nouveau style qui est à la fois, on voit bien que ça vient du vocabulaire, enfin, ou du style classique, et en intégrant justement toutes ces thématiques modernes, vous avez une vivacité du style qui est propre au journalisme. Donc vous avez dans ce texte d'introduction des questions-réponses. Mais pourquoi est-ce que nous avons autant de pays, etc. La réponse est il nous prend à partie et nous dit alors vous avez dans tous les pays combien est-ce qu'il y en a qui surnagent et ont des chances de surnager dans les générations futures. Il n'y en a pas plus de 4 ou 5. Et là, je pense que dans la situation actuelle, nous nous retrouvons exactement dans cette configuration. Donc, c'est véritablement, je crois, quelque chose qui va devoir nous servir de conclusion pour aujourd'hui, parce que je me laisse emporter et naturellement, je ne vois pas l'heure passer. Donc, nous reprenons là-dessus la prochaine fois. Je pense qu'il fallait véritablement faire toute cette contextualisation, ces lectures, pour comprendre justement ce que Liang Qichao comprend par cette notion de ziyou, de liberté, qui est, je pense, assez éloignée, ou en tout cas assez différente de ce que nous croyons comprendre.